Un plaisir de vous tenir compagnie, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Sur le drame survenu le lendemain de la fête de Ramadan à la plage urbaine de Taouya, le porte-parole de la police dit que son service n'a reçu aucune information sur la tenue de cet événement qui a coûté la vie à 34 personnes. Découverte macabre dans cette édition, un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé mort ce mardi à Ratoma Centre, secteur Bonfille. Pour l'heure, aucune information sur les causes de son décès. Plus de détails dans cette édition. Enfin, découverte également dans ce journal de l'implication de certains promoteurs et animateurs culturels pour faire de la danse Farignari une danse internationale en Guinée. Cette danse beaucoup critiquée par certaines générations est adorée par les enfants. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Il existe désormais sous la tutelle du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques un comité interministériel sur les droits de l'homme, une structure juridique créée par arrêté du Premier ministre chef du gouvernement. Elle a une compétence transversale et nationale sur l'observation de la promotion et de la protection des droits humains en Guinée. Sa mission, veiller à la conformité des instruments juridiques. Reportage Mfali Guilavouki. Le comité interministériel sur les droits de l'homme créé aura plusieurs objectifs. Élaborer et diligenter les rapports périodiques relatifs aux droits de l'homme devant les mécanismes sous-régionaux, mais aussi et surtout orienter les actions du gouvernement sur les questions des droits humains. L'initiative permettra de concrétiser la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée. Vous savez, avant il y avait un comité ad hoc. Mais aujourd'hui, on a mis en place un comité qui est périn, qui va être un comité permanent, qui va être dans l'avenir l'instrument qui va s'attacher à l'élaboration des rapports. L'élaboration de ces rapports, ça va nous permettre de passer en revue tout ce que la Guinée a signé comme convention, les instruments des Nations Unies. Ces évaluations permettent de savoir exactement où est-ce que vous avez signé ou ratifié des accords, où est-ce que vous en êtes au niveau interne dans l'application. Le comité interministériel sur les droits de l'homme pourrait avoir plusieurs avantages pour les Guinéens, soutient le secrétaire général du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. On était toujours au banc des accusés en ce qui concerne ces rapports périodiques qui n'ont jamais été présentés. Tout récemment, le ministre est passé à Genève, ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas passé, et ça concernait par exemple le rapport sur la torture. Et ça va permettre d'avoir une meilleure perception du pays. La mise en place du comité a été appréciée déjà au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève, et ils se sont dit que vraiment c'est une avancée significative que de mettre en place un tel comité, parce que ça n'existe pas dans tous les pays. La structure sera composée des cadres du ministère des droits de l'homme, de la justice, de la défense nationale. Elle veillera par ailleurs à la conformité des instruments juridiques relatifs aux droits humains, ratifiés avec les lois et les règlements en vigueur. L'ONG Même Droit pour tous a conféré ce matin avec les hommes de médias à la maison commune des journalistes. Toile de fond, l'an 2 du massacre de Zogota, l'organisation de défense des droits de l'homme dénonce le manque de volonté du gouvernement à faire la lumière sur les tueries de Zogota le 5 août 2012. Commentaire Malik Diakité. 5 août 2012, 5 août 2014. Il y a de cela 2 ans, à Zogota, dans la région forestière, que des citoyens révoltés contre la société Vallée ont été froidement abattus. 2 ans après ce massacre, aucune enquête n'est en cours, selon l'ONG Même Droit pour tous, pour situer les responsabilités. Il parle d'un manque de volonté de la part du gouvernement. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique de faire la lumière sur l'affaire de Zogota, le ministère public ne pourra pas s'activer pour que lumière soit faite. Ce qui est encore déplorable, c'est que dans ce pays, nous assistons toujours à ce qu'on appelle de la politique des 2 poids, 2 mesures, même en matière judiciaire. On a assisté ici aux événements du 19 juillet, mais rapidement on a assisté à un procès. On a assisté, n'est-ce pas, au massacre de Galapay. Rapidement, il y a eu un procès. Et aujourd'hui, nous voilà devant une autre situation, le drame de Taouya. Mais la justice est active. Pourquoi depuis le 23 août 2012, date à laquelle cette plainte de
constitution d'un parti civil a été introduite, n'a pas encore été suivie d'effet. Pourquoi jusqu'à présent, aucune des personnes mises à cause n'a été inquiétée? Pourquoi paradoxalement ces personnes mises en cause sont en train d'être promues à des fautes fonctions plutôt que de répondre de leurs actes devant la justice? Face à cette situation, l'ONG Même Droit pour tous compte traduire l'affaire devant des juridictions africaines. Nous, organisations guinéennes de défense des droits de l'homme, demandons à l'État de tout mettre en œuvre pour que justice soit faite dans cette affaire macabre. À défaut, nous nous verrons dans l'obligation, hélas, d'attraire la Guinée devant les instances judiciaires internationales. L'ONG Même Droit pour tous se dit en possession de preuves suffisantes pour faire croupir les auteurs de ce massacre en prison. Il compte se servir de cette vidéo filmée après le massacre dans laquelle des rescapés font des révélations sur la nuit du 4 au 5 août 2012 à Zogota. Les voiries urbaines de certaines communes de la ville de Conakry se trouvent aujourd'hui, après le passage des grandes pluies, dans un état de dégradation très poussé. Cette dégradation n'est pas sans conséquence. Elle est la cause des embouteillages le long des routes, mais aussi de certains accidents et pannes de véhicules. Marie-Sheila Fofana. La dégradation avancée des voiries urbaines à Conakry provoque d'énormes difficultés dans la circulation. Elle devient de facto source d'accidents et d'embouteillages sur les différents axes routiers de la ville. Au centre-ville de Kaloum et sur le tronçon Madina-Matam, sur la route du Niger, sur la route Le Niger, les nids de poules et pattes d'éléphants joncent la chaussée. La pluie aussi s'est mêlée de la danse, un vrai calvaire pour les usagers de la route. C'est cette route que nous pratiquons tous les jours. Nous payons de l'argent aux policiers et aux syndicats. Mais franchement, elle nous fatigue. La route a fini de détruire nos véhicules. Estimée à 500 km, la voirie urbaine de Conakry est à moitié dégradée. Les chauffeurs mènent un vrai combat avec les trous. Ça endommage nos suspensions. La suspension, la vétusté des roues, tout. Donc ça joue beaucoup sur nos économies aussi. Parce que tout le temps, nous sommes obligés de changer les pneus. Les pneus se cassent et tu ne peux pas. Il nous faut aussi traverser la boue. Le système de graissage aussi, ça l'affecte. Donc, et tout va de l'économie. Et les revenus sont maigres à nos jours. Donc, priez l'État de veiller sur ça quand même. On voit l'État est en train d'activer aussi. Cette dégradation poussée des voiries urbaines de Conakry serait due à la vétusté des infrastructures, au manque d'entretien, mais aussi au manque de civisme des populations riveraines. Il est très bon de construire les routes, mais l'entretien, il est de la responsabilité de chacun de nous. Je suis allé moi-même sur la bretelle de Madina côté Avaria. C'est un spectacle désolant, mais c'est un spectacle qui est de la responsabilité de chacun de nous, de ceux qui empruntent, ceux qui sont sur ces riverains qui vendent. On ne peut pas comprendre qu'il y ait cette situation-là. Mais sachez qu'à cela s'ajoute le manque de ressources pour couvrir tout ça. Il y a ça. Mais annuellement, nous programmons l'entretien des voiries. Même à l'instant même où je vous parle, il y a des contrats qui sont prêts. Mais comme pour éviter de jeter l'argent, parce que on ne peut pas faire l'enrobé en pleine saison pluvieuse, nous attendons la bonne saison pour attaquer les printemps. Il y a des contrats qui sont montés par rapport à ça. Les usagers, quant à eux, accusent le fonds d'entretien routier de ne pas faire son travail. Des accusations qui, selon les responsables de ce fonds, ne sont pas fondées. Notre travail, il n'est pas de réparer. Notre travail, il est de financer les réparations qui nous sont soumises, les besoins qui nous sont soumis, dans la mesure de nos possibilités. Tenons un langage de vérité aux uns aux autres. Le faire à la charge de l'entretien de l'ensemble des routes nationales. La Guinée ne peut pas se limiter à Conakry. L'entretien de la route, il est de la responsabilité des organismes étatiques qui sont en charge de l'entretien, mais il est aussi de la responsabilité de chacun de nous. Nous faisons en sorte
qu'il y ait un entretien de ces routes. Mais une route, quand elle est dégradée à plus de 60%, il n'y a plus d'entretien à faire, il y a de la construction à faire. Les responsables de l'entretien routier rassurent la population quant à l'entretien des routes, mais cela se fera après les grandes pluies. En attendant, les usagers continuent de subir le calvaire des routes. Réflexion de plusieurs observateurs dans la tragédie de la plage de Rogbane qui a coûté la vie à 34 mineurs. La police s'est prononcée ce mardi sur la question dans une conférence de presse. Le porte-parole de la police nationale a réaffirmé aujourd'hui que ses services n'ont jamais été informés de l'organisation d'un concert à la plage de Rogbane. Ben Marsila. Devant un parterre des journalistes, le porte-parole de la police nationale n'est pas allé au dos de la cuillère. Selon lui, aucune réquisition n'a été faite au service de police pour la sécurisation d'un concert le 29 juillet à Conakry, jour de la tragédie de Rogbane. Boubacar Kassé a innocenté la police de toute responsabilité dans cette tragédie dans laquelle ont péri 34 mineurs. Les gens écrivent à monsieur le ministre de la Sécurité ou à monsieur le directeur général et qui instruit la direction régionale de la police de prendre toutes les dispositions en rapport avec le directeur central des unités d'intervention de prendre des mesures de sécurité par rapport à cela. Et dès lors que nous sommes donc saisis, instruits, nous mettons un dispositif de sécurité. Si réellement on était requis ce jour, on aurait pris toutes les dispositions pour que ce dispositif aussi de sécurité puisse avoir lieu. Ce deuxième drame de cette année 2014 à Conakry dans l'intervalle de 7 mois a amené la police à dévoiler à la presse le rapport des enquêtes du premier drame survenu en janvier à Lambagny sur une autre plage pour un concert. Aussi, personne n'avait trouvé la mort suite à l'effondrement de la passerelle d'accès. Ce drame de Lambagny a été notre préoccupation et que des enquêtes ont été menées. À d'autres niveaux, on a cité les responsabilités administratives et les responsabilités pénales et les gens ont été conduits et présentés au procureur de la République et ce dossier il est pendant à ce niveau. Les gens sont sous contrôle judiciaire. L'enquête de ce drame confiée à la gendarmerie nationale va situer les responsabilités pénales et administratives. Un reportage signé Benoît Marsila, l'ONG DVV International, a organisé un atelier de formation ce mardi sur le rôle et la place du genre dans l'évolution organisationnelle de ces ONG partenaires. Objectif de cet atelier, doter ces ONG de connaissances et compétences techniques leur permettant de prendre en compte la promotion du genre au sein de leur organisation. Comprendu Salimata Diallo. La promotion du genre est de nos jours une préoccupation au sein des pouvoirs politiques, mais aussi des ONG. Au cours de cet atelier, il est question de doter les participants des compétences techniques leur permettant de tenir compte de la dimension genre. Ils doivent lutter pour éradiquer progressivement l'inégalité entre les hommes et les femmes. La présente rencontre est d'une grande importance, car il s'agit de doter les participants que vous êtes de connaissances et compétences techniques vous permettant de tenir compte de la dimension genre au sein de vos organisations. Depuis quelques années, des actions ont été entreprises pour la promotion du genre à travers des ateliers de sensibilisation par des ONG. Des actions entreprises qui seraient insuffisantes selon le directeur national de DVD International pour l'atteinte des objectifs. Les actions entreprises restent et demeurent cependant insuffisantes, parmi lesquelles nous pouvons citer la faible prise en compte du genre dans l'évolution institutionnelle et organisationnelle des organisations partenaires. La confiance en soi est l'une des principales armes que les femmes doivent se doter pour éradiquer l'inégalité entre hommes et femmes, explique cette dame. Ce que j'ai à dire aux autres, c'est que la confiance en soi est la première qualité que toute femme doit avoir. En ce sens que la femme a un don, je veux dire, qui est inné en elle. C'est-à-dire qu'elle a la responsabilité de la gestion de la famille. Elle est en charge de beaucoup d'autres choses bien avant
qu'elle ne commence à s'immiscer dans le développement de la nation. Ça commence par la famille. L'atelier prendra fin demain mercredi dans l'espoir pour les organisateurs d'atteindre l'objectif, celui de promouvoir la femme dans toutes ses activités. Autre registre de l'actualité, après une première journée consacrée à la démocratie et aux droits de l'homme, les États-Unis veulent intensifier le commerce avec l'Afrique. Donc, le deuxième jour du sommet historique États-Unis-Afrique est consacré aux discussions pour rattraper le retard américain sur la Chine et l'Europe, la prolongation de l'AGOA ou encore l'initiative Power Africa qui vise à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne seront aussi au menu des discussions. Sarah Kamara. Réunis au sommet historique à Washington, les dirigeants des États-Unis et d'Afrique multiplient les rencontres et autres réunions d'échange. Ce mardi, le chef d'État Alpha Condé a pris part avec ses pairs africains aux côtés du président Barack Obama aux discussions sur le commerce et les investissements en Afrique. L'administration américaine et les géants de l'industrie espèrent tisser des liens économiques solides avec le continent africain. Pour cela, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré, je cite, « Sans complexe, nous voulons et nous allons travailler dur pour que davantage d'entreprises américaines investissent en Afrique. Nous voulons également qu'il y ait plus d'entreprises africaines qui investissent ici aux États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'elles ne le puissent pas. » Fin de citation. Il faut dire que la première puissance mondiale est largement distancée en Afrique par l'Union européenne et la Chine. En 2013, les échanges commerciaux entre l'Afrique et Pékin ont atteint 210 milliards de dollars contre 85 milliards de dollars entre Washington et les pays africains. Les responsables officiels américains reconnaissent que l'AGOA, principal outil d'échange entre l'Amérique et l'Afrique, n'est plus adapté. Ce programme accordant des avantages commerciaux à certains produits africains date de 2000 et devrait en principe être renouvelé en 2015 pour faciliter les échanges et concrétiser les accords qui devraient découler du sommet États-Unis-Afrique. À présent, en dehors de Conakry, booster l'économie locale à travers la maîtrise de l'eau dans les plaines, c'est le pari engagé par le département de l'agriculture. Plus de 4000 hectares doivent être réhabilités dans 17 préfectures du pays par le programme d'urgence d'appui à la productivité agricole phase 2, ce qui permettrait aux paysans d'avoir plus de rendement à riz et produits maraîchers grand format signé Adjiratouba. Bon, l'année dernière, en riz, ce que j'ai perdu dans la plaine, j'ai perdu 106 hectares. Et, parce qu'il y a eu l'inondation, il n'y a pas eu à récolter, il n'y a eu rien. Bon, j'étais obligé cette année de transférer dans la zone de Fatako. Casse-tête fréquent des cultivateurs de riz flottant appelés 6 mètres dans cette cuvette d'une centaine d'hectares inondés d'eau. Nous sommes à Leiwendo à Malipan dans la commune rurale de Koing où un canal de 2 km 500 est en pleine évolution afin d'évacuer le trop-plein d'eau et permettre aux paysans de faire de la riziculture en période hivernale et du maraîchage en saison sèche. Le problème c'est quoi ici? C'est que l'eau stagne. Le niveau d'eau est tellement élevé que les paysans ne parviennent pas à utiliser leurs terres. Donc notre réhabilitation a consisté à évacuer l'excès d'eau et donner des variétés adaptées à cette écologie. En plus de la réhabilitation, nous mettons à disposition des intrants, c'est-à-dire les engrais, les herbicides, la semence et l'encadrement technique. Selon le directeur général d'Ambroca, les travaux d'aménagement sont très avancés grâce au projet PUAPA 2. Au total, 4360 hectares de plaines doivent être réhabilités dans 17 préfectures du pays. C'est le cas des plaines de mangrove de Dokiti, dans Koba, où l'aménagement du périmètre de la créveticulture de Sakoba a affecté les périmètres rizicoles, ceci en empêchant l'entrée d'eau salée censée nourrir le sol et tuer les herbes. Déjà, 250 hectares sur 685 sont réhabilités par Adam, une ONG locale. Des efforts qui risquent de s'arrêter à mi-chemin si des mesures d'accompagnement ne sont pas prises, craint son directeur exécutif. La faune halieutique a commencé à revenir dans la plaine et même pêche suffisamment de poissons ici aujourd'hui. S'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, on ne sera pas dans
la possibilité de pouvoir continuer les appuis. Contrairement à Dokiti, à Kampas où 1800 hectares de mangroves d'eau douce sont aménagés, le problème se pose sur la gestion de l'eau par les paysans. Ces derniers n'en ont pas les moyens financiers. Une autre est recherchée par la plaine de Denken à Bouquet. Les nombreux forages n'ont rien donné. Les mauvaises herbes et l'acidité du sol ne favorisent pas d'importants rendements. Ce problème d'herbicidage et d'acidité, je suis à la 13e année, mais jamais eu de rentabilité ici. Je suis en train de faire beaucoup de spéculations. Je peux voir qu'est-ce qu'il peut donner ici. Depuis 13 ans, Bobo Diallo, citoyen d'honneur de Bouquet, assiste gratuitement les paysans en semences, mais aussi en riz. Un riz qui, selon lui, n'a jamais été commercialisé. Faire de la Guinée une puissance agricole à l'horizon 2025, c'est le rêve du département de l'agriculture. Un rêve qu'il compte inculquer aux étudiants de l'École nationale d'agriculture et de l'élevage de Koba, relève de demain. Koba, une synergie d'action et modèle à démultiplier dans les autres régions. Demain, vous aurez le savoir qui permettra de mettre, n'est-ce pas, notre agriculture sur l'orbite moderne, à la pointe de ce que la Thaïlande fait, de ce que d'autres pays comme le Vietnam qui sont sortis de la guerre, qui sont aujourd'hui 4e pays exportateur de riz. La zone de mangrove, les intrants ne sont pas tellement utilisés. La qualité du riz de mangrove est beaucoup plus appréciée par les consommateurs. Au jour d'aujourd'hui, les paysans semenciers sont en mesure de produire des centaines de semences qui sont distribuées à d'autres paysans pour la production du riz. Un espoir matérialisé par divers équipements pour permettre aux 250 étudiants de l'ENAE de Koba de bien maîtriser les leçons théoriques et pratiques. Je vous le disais dans les titres, découverte macabre d'un corps ce mardi en bordure de mer dans le quartier Ratoma Centre, secteur Bonfi. La victime de sexe masculin âgée d'une trentaine d'années n'a pas été identifiée. Les raisons de sa mort sont pour le moment inconnues. Tierno Falilou Diallo. Le corps de cet homme adulte a été découvert ce mardi matin aux environs de 8 heures par une jeune femme venue chercher des fruits de mer à Ratoma Bonfi. Le corps gisant entre les rochers et les algues mortes n'a pas pu être identifié. Alertés, les autorités du quartier et de la police se sont rendues sur les lieux pour faire le constat. Les femmes qui viennent chercher les crabes à la mer ici, ceux qui sont venus le matin pour chercher les crabes. Il est venu nous informer là-bas directement qu'il avait un corps ici. Directement, nous et les policiers, on s'est dirigés directement ici. En ce temps, avant que moi je vienne ici, j'ai trouvé mon chef-secteur ici, chef-secteur de Bonfi. Maintenant, j'ai appelé mon chef de quartier. Jusqu'à présent, nous, on ne connaît pas le corps là, il n'est pas dans notre quartier. 3 heures après les premiers constats, la marée montante a atteint le corps. La police, présente sur place, n'est pas venue en aide à la brigade de recherche pour mettre le corps à l'abri de l'eau. C'est la peur de manipuler le cadavre avec la présence d'Ebola. Il a fallu l'intervention de la brigade de recherche de Kipé pour faire la première autopsie. Nous avons constaté qu'effectivement un corps gisait en bordure de mer ici, qui constitue un peu l'embouchure de la rivière qui traverse la forêt Kakimbo. Et aussitôt, nous avons rendu compte à nos chefs hiérarchiques et nous avons informé monsieur le procureur de cette découverte. Bon, comme vous voyez, c'est un corps que nous avons trouvé dans un état de putréfaction un peu avancé. Et nous avons essayé de voir comment il faut retirer le corps d'abord de l'eau. Et nous avons tenté de l'identifier, mais comme vous voyez, c'est un corps qui est en état de plus en plus avancé. Et comme vous voyez, la population riveraine n'est pas à côté pour pouvoir nous faciliter un peu l'identification de ce cadavre. La victime de teint noir mesurant 1,80 m n'a pas pu être identifiée à cause de son état de décomposition. La seule solution possible serait de rendre le corps à l'autorité du quartier pour qu'il soit enterré. Culture à prison, Namoufaré, une danse appelée par d'autres Farignari est l'objet de critiques par bon nombre de Guinéens, alors que cette danse gagne de plus en plus les tout petits et même les plus grands à Conakry. Aujourd'hui, certains promoteurs et animateurs culturels s'y intéressent également pour rendre le Farignari consommable sur le plan international. Lansana Taoré est allé à la rencontre de certains. Suivez son reportage. atata timun atata dogabna atata agrafi atisa lunani mai wara atata lunani mai wara
Ami, Amarek Bendari, Ami, Amarek Bendari, Ami, Amarek Bendari, Ami, Amarek Bendari. Une danse mal perçue par beaucoup de religieux et responsables de famille. Malgré ces critiques, elle reste très convoitée des promoteurs et animateurs culturels qui veulent en faire une marque déposée à l'international. Sur moi, ma mission, c'est quoi? Je veux que mon nom soit lié à l'histoire de cette danse. J'ai vu beaucoup de danses étrangères qui ont triomphé en Guinée. Mais cette danse, c'est purement guinéen. Donc, je veux que ça triomphe. Et que la Guinée la danse et que ça soit dansé par tout le monde entier. Des jeunes en formation pratiquent la danse, alors que les difficultés pour l'atteinte de l'objectif ne sont pas les moindres. Pendant que je faisais la publicité à la radio, il y a des radios qui s'étaient donné comme mission d'attaquer la danse. J'ai été convoqué par la police des mœurs, la gendarmerie, même le premier membre de la grande mosquée. Il y a eu un serment un vendredi dans toutes les mosquées sur l'interdiction de cette danse. Le gouvernorat, la commune, partout. À Bonfi, un quartier de la capitale, un animateur d'une des radios de la place fait de cette danse une priorité, d'où la satisfaction de certains parents. En ce moment, grâce aux formateurs de cette danse, nos enfants sont bien encadrés et commencent à prendre au sérieux les études, chose qui nous réjouit en tant que mère de famille. Avec l'encadrement de cette nouvelle tendance, Farignari ou Namoufare, beaucoup de danseurs reviennent sur le droit chemin, expliquent certains enfants. Et ce que moi j'ai à dire à la masse, leur est à la recherche du savoir-faire. Saisissons donc l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui. Bon, nous nous sentons aujourd'hui forts du soutien de nos encadreurs qui ont bien voulu se joindre à nous aujourd'hui, malgré leur occupation multiple. Au départ, on pensait qu'il s'agissait de se déshabiller en dansant, alors que tel n'était pas le cas. Je dansais le hip-hop et beaucoup d'autres. Mon souhait est que je sois reconnu dans cette danse guinéenne aujourd'hui. L'ambition des promoteurs de Namoufare est de la porter haut sur la scène musicale africaine et internationale. À présent, 200 millions de dollars reçus de la part de la Banque mondiale pour venir en aide aux 3 pays les plus touchés par le virus Ebola, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Dans ces pays, certains secteurs, notamment l'agriculture et le transport, sont aussi affectés. Reportage. La Banque mondiale va mobiliser 200 millions de dollars en urgence pour aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à contenir l'épidémie d'Ebola. Dans les 3 pays touchés, on observe que l'agriculture est affectée, les travailleurs agricoles fuyant les régions atteintes, tandis que le commerce transfrontalier est ralenti et que des mines ont été fermées et que des vols ont été annulés. Je veux dire au gouvernement du Libéria et à la communauté internationale qu'ils doivent trouver des moyens pour combattre le virus Ebola. On veut que ça s'arrête pour que nos enfants puissent aller à l'école librement. On veut faire du commerce et que tout aille bien. Les clients viendront comme avant, mais pour l'instant, rien ne marche pour nous les commerçants. Une aggravation de la situation serait énorme et catastrophique. Actuellement, personne ne peut prédire l'ampleur réelle des conséquences économiques. Cela dépendra du nombre de jours que ça durera et aussi des mesures qui seront prises par le gouvernement pour atténuer les conséquences économiques. Par exemple, il n'y aura pas de travail pour les personnes aux revenus faibles, la consommation et les réinvestissements pour ces entreprises vont diminuer. Et tout cela est causé par la maladie d'Ebola. Lors d'une conférence téléphonique, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a précisé qu'il soumettrait rapidement ce programme d'urgence au vote du conseil d'administration de la Banque mondiale, dont il avait déjà le ferme soutien. Une décision formelle pour le déboursement de cette aide devrait être annoncée à la fin de la semaine. Lundi, la fièvre hémorragique avait tué 887 personnes en Afrique de l'Ouest, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le mot de la fin de cette édition d'information. Excellente suite de programme à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir, où que vous soyez à travers le monde.